Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 2, épisode 6. L'importance des comportements sociaux pour le bien-être du cheval, par Hélène Roche, éthologiste, autrice, formatrice en éthologie équine. Aussi des articles pour Cheval Mag, Cheval Star, le petit frère. Je fais aussi des stages d'observation des chevaux de Przewalski en Lozère pour bien comprendre le fonctionnement social des chevaux, puis ça permet de prendre un petit peu de recul aussi par rapport à nos chevaux domestiques. Et également, j'ai une spécialité sur le travail par renforcement positif. J'ai écrit 2 livres, il y en a un 3e qui doit sortir cette année. Donc voilà, à chaque fois basé sur des connaissances scientifiques. Alors j'ai choisi de vous parler de l'importance du comportement social du cheval dans sa vie de tous les jours et même du coup dans sa relation à l'homme qui a forcément un impact pour vous qui vous servez du cheval vraiment comme un partenaire. Alors Clémentine développera davantage l'aspect qu'est-ce que le bien-être, et en tout cas dans les définitions qui concernent le bien-être, on a une prérogative concernant tous les animaux, c'est la possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce. Donc c'est tous les comportements, qu'il s'agisse des comportements dits de maintenance, donc boire, uriner, déféquer, mais aussi par exemple se déplacer, avoir des comportements sociaux, bref. Cette prérogative-là, concernant le bien-être, c'est en gros exprimer tous les comportements qu'un individu peut faire, donc c'est ce qu'on appelle l'éthogramme. Alors, pour le cheval, il y a des études qui sont, on va dire, plus des enquêtes pour savoir quels sont les problèmes que rencontrent les chevaux en conditions de vie domestique. Il y en a plein, des enquêtes et des problèmes. Dans le monde entier, on retrouve la même chose et on peut imputer certains troubles du comportement à des carences, à des privations de contacts sociaux. Donc c'est typiquement tic de l'ours, tic à l'appui, déambulation, puis on en évoquera d'autres. Et là, il est clair qu'il y a plusieurs études qui... J'arrête pas de cracher dans ce micro. Je ne crache pas, c'est mon souffle puissant. Il y a pas mal d'études qui montrent que le sevrage en groupe est plus favorable qu'un sevrage individuel. Quand on met des poulains seuls au box, ils développent ces troubles du comportement là que j'ai listés sur cette diapositive. Et on a la même chose aussi sur des chevaux plus âgés, donc des chevaux de 2 ans, qui vont pour la première fois au box, soit seuls, soit par 2. Et de nouveau, on a ces troubles du comportement qui apparaissent avec des conditions par ailleurs égales. C'est-à-dire que ceux qui vivent par 2 ou ceux qui vivent seuls, ils sortent la même durée au paddock, ils ont la même alimentation, ils sont dans le même type d'écurie. Donc c'est vraiment lié aux carences sociales. Et c'est assez nouveau de dire que le tic à l'appui semble avoir peut-être certaines bases sociales. Jusque-là, on l'a beaucoup associé à l'alimentation, à des problèmes liés à l'alimentation, mais ça peut être un facteur déclencheur, mais apparemment l'aspect social est important aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que être seul, ça a des conséquences qu'on peut évaluer déjà. Il y a eu aussi des études qui se sont intéressées à la manipulation du cheval et justement à son environnement social. Des chevaux au débourrage, il y a 2 ou 3 études là-dessus qui montrent que des chevaux qui vivent en groupe sont plus faciles à manipuler que des chevaux qui vivent seuls au box. Alors, et même ils progressent plus rapidement dans le débourrage. Et j'ai mis notamment, il y a des morsures et des ruades de la part des chevaux qui vivent seuls. Alors ces morsures et ces ruades, c'est pas forcément, comme on dit tout de suite, de l'agressivité. Ça peut être des morsures et des ruades de jeu, puisque le cheval, dans ses comportements de jeu, a les mêmes comportements que dans ce qui est agonistique. Mais l'intention n'est pas la même. Mais pour nous, ça change pas grand-chose parce que ça fait mal et c'est très dangereux. Donc là, sur les chevaux qui sont logés seuls, privés de contact avec des congénères, vraisemblablement, ils cherchent à interagir avec le seul partenaire qu'ils ont, et du coup, ils retransposent ce qu'ils feraient avec des congénères sur l'humain. Et ça parasite en fait le travail, et ça gêne dans la progression, et c'est un vrai problème de sécurité également. Alors, on sait aussi, il y a d'autres... J'ai dit des points d'appel par rapport aux troubles du comportement du cheval qui font penser à des problèmes de privation de contacts sociaux. C'est notamment l'agressivité envers des congénères, que ce soit à pied ou monté. Donc là j'ai mis une photo de cheval qui passe devant des box et vous voyez la tête des chevaux et l'attitude de la personne, vous vous doutez de ce qui se passe, et ça c'est assez fréquent. Vous avez aussi des chevaux qui retournent leur agressivité envers eux-mêmes.
Ça, c'est, je pense, beaucoup moins... dans l'assistance, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un cheval s'automutiler. Si, il y a quelques-uns. Alors ça m'intéressera après la présentation de savoir quels sont les chevaux et tout ça. Mais c'est quand même pas si fréquent que ça, c'est surtout les étalons en fait qui sont concernés par ces soucis-là. Donc c'est des chevaux qui vont se mordre toutes les parties qui peuvent mordre, hein, c'est-à-dire poitrail, épaules et grasset principalement. Et pourquoi plutôt les étalons? Certainement aussi parce qu'eux sont encore plus en carence sociale depuis longtemps. Très souvent, si on garde un cheval non castré, c'est prévu de longue date et dès son plus jeune âge, il est séparé des autres, donc il a encore moins de contact avec les autres chevaux. Vous avez aussi des chevaux qui ont peur de croiser des congénères, et ça peut être résolu justement en augmentant la possibilité de contact avec les congénères. Et là, c'est une hypothèse personnelle que je pense qu'il serait vraiment intéressant de creuser. La grégarité qui est vraiment décuplée chez des chevaux en privation de contact. Alors la grégarité, c'est quoi? C'est la capacité à se séparer de ses congénères. C'est un trait de tempérament, ça a été démontré dans les travaux réalisés par Léa Lansade à l'INRA de Tours et au Haras nationaux. Donc c'est quelque chose qui varie d'un individu à l'autre, mais qui peut être atténué ou exacerbé en fonction de ce que vit l'individu. Et du coup, moi j'ai comme hypothèse que si on perturbe les liens d'attachement à l'autre, ça c'est plus votre rayon, on va dire, d'un point de vue psycho-humain, probablement on peut avoir des soucis après du coup de dépendance vis-à-vis des congénères et avoir des grandes peines à se séparer des autres parce que justement l'attachement n'est pas sécurisé ou il a été trop perturbé auparavant. Donc on peut imaginer aussi des problèmes de sevrage, des sevrages mal vécus, ils ont certainement des conséquences qu'on ne mesure pas aujourd'hui bien correctement parce que simplement on s'y est à mon avis pas trop intéressé. Autre élément intéressant, c'est quand, alors là pour le coup il faut mettre les chevaux ensemble pour le constater, vous mettez des chevaux ensemble qui ont été séparés pendant un certain temps, donc qui étaient seuls, vous verrez plein de comportements sociaux décuplés, c'est ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que les comportements sociaux qui n'ont pas pu s'exprimer pendant un certain temps, là ils peuvent de nouveau s'exprimer, du coup ils sont exprimés presque en surnombre et en surintensité. Donc typiquement vous lâchez vos chevaux, vos poneys dans le manège, et pendant une demi-heure, ils jouent tout le temps. Alors que le jeu, chez le cheval, ça va pas être tous les jours et longtemps, c'est quelques minutes, c'est pas forcément tous les jours. Donc voir ce phénomène d'effet rebond sur le jeu, ça peut être un petit point d'appel en disant « Ah, j'ai des animaux qui sont peut-être en privation sociale ». Alors justement, quelles sont les interactions? Là j'ai évoqué le jeu et l'agressivité. On a donc tout un panel de comportements sociaux qu'on peut regrouper en différents types d'interactions. Donc vous avez, alors c'est arbitraire, c'est l'humain qui décide qu'on met tel comportement dans telle catégorie, mais après vous avez des catégories des comportements qui peuvent glisser d'une catégorie à l'autre. Par exemple, l'investigation sociale, c'est les flairages au niveau du nez, des épaules et plus rarement des parties génitales. Bien sûr, ça peut aller dans les comportements reproducteurs ou le lien mère-jeune, par exemple la jument qui flaire son poulain. Donc l'investigation sociale, les affinités, vous avez le toilettage mutuel, les frottements comme la photo du bas, se frotter sur un autre, passer du temps côte à côte aussi. Alors c'est pas forcément à proprement parler une interaction, mais passer du temps plus proche de tel individu que tel autre, c'est une marque d'affinité. Et vous avez également le repos debout tête bêche, où là il peut y avoir contact, même si les chevaux vraiment sont proches, il peut y avoir contact, appui même sur la tête, sur la croupe de l'autre avec la tête. Les jeux sociaux, puisqu'il y a d'autres jeux que les jeux qui impliquent un partenaire. Donc vous avez, on l'a déjà dit, morsure, ruade, poursuite, et en fait c'est tous les comportements qui s'apparentent au combat chez le mâle. Donc les jeux sociaux vont plutôt concerner les mâles. Vous avez également la relation mère-jeune, tous les comportements de la mère vers son poulain et réciproquement, la sexualité. Ce qu'on appelle l'interaction agonistique, alors on dit agonistique en éthologie, pour éviter le mot agressif, parce que agressif c'est connoté méchant, envie de nuire. Comportement agonistique c'est plus neutre, c'est tous ces comportements avec les oreilles couchées, qui visent à mettre un autre à distance, pour avoir un accès prioritaire à une ressource limitée, et ça permet d'établir, de rappeler un ordre hiérarchique de dominance. Donc comme la photo là en haut à droite. Donc les interactions agonistiques,
Et puis vous avez aussi les interactions entre mâles. Alors ces interactions entre mâles, tout de suite on se dit voilà, les étalons, c'est combat. Et en fait il y a les combats certes, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt comme la photo du bas. Vous voyez deux étalons qui se rencontrent et qui se flairent et qui passent en fait par des rituels et des intimidations avec force couinement et coup de pied de l'intérieur comme on voit là, sans le son, et qui du coup passent beaucoup plus par ces phases d'intimidation et pas forcément par le contact physique. Ou en tout cas s'il y a contact physique comme là où la tête de l'étalon est appuyée sur l'épaule de l'autre, ça reste des contacts qui ne visent pas à blesser l'autre. Mais ça, c'est parce qu'ils se connaissent. Et j'ai mis leadership pour l'interrogation. Cette catégorie, déjà, on ne sait pas trop si on la range dans les interactions, parce que le leadership en sciences, c'est le fait, c'est une décision collective, de suivre un autre dans une activité ou un changement d'activité. Donc se déplacer, aller boire, passer du repos au pâturage, ou du pâturage au repos. Et on ne sait pas vraiment déjà comment ça fonctionne. Donc c'est un sujet un petit peu paradoxalement assez nouveau, alors qu'on en parle beaucoup quand on utilise les chevaux, mais c'est pas un sujet très bien connu et c'est pas proprement parler une interaction. C'est plutôt un phénomène de groupe. Alors, il y a certains comportements sociaux qui ne sont pas forcément toujours présents dans le répertoire d'un individu. Ça peut dépendre de l'âge, des comportements qui disparaissent avec l'âge, ou au contraire qui vont apparaître avec l'expérience, par apprentissage social, et puis ça va dépendre du contexte. Donc, par exemple, les comportements reproducteurs, c'est sûr que les étalons ne vont pas tous se reproduire, ils n'auront pas tous dans leur vie accès à la reproduction. Une jument ne va pas non plus avoir des poulains chaque année, elle peut passer 2 ans ou 3 ans sans avoir de poulains, même si elle vit en groupe familial avec un étalon. Donc voilà, ces comportements reproducteurs, par exemple, c'est pas toujours présent dans la vie d'un individu. Les rituels entre étalons, c'est un petit peu la même chose, c'est pas toujours présent. Déjà, ça nécessite vraisemblablement un apprentissage et ça n'apparaît qu'à partir de l'âge de 5 ans environ chez l'étalon. Et apparemment, là il faudrait plus d'études, mais ça semble être une marque de maturité sociale de pouvoir interagir avec d'autres étalons sans passer par la castagne systématiquement. Et en particulier quand il y a des juments. Autant quand ils sont entre eux, entre groupes d'étalons, ça va à peu près, mais après quand un étalon a des juments, ça peut être plus compliqué, et du coup, s'il n'a pas vécu en groupe de mâles célibataires après avoir quitté le groupe familial où il a grandi, il semblerait que les rituels soient plutôt absents et que ça se passe à chaque fois par des affrontements physiques. Donc les rituels ne sont pas toujours présents non plus. Et je viens à ces deux du dessus, le snapping et la conduite. Je vais vous montrer des petites vidéos. Donc le snapping, c'est un comportement juvénile qui, normalement, disparaît à l'âge adulte. C'est-à-dire à partir de 4 ans, à peu près, on ne le voit plus. Et on pense que c'est un comportement qui, en fait, se met en place au départ. Quand le poulain ne sait pas quoi faire en interaction sociale, il va vraiment faire ça. Puis petit à petit, il va vraiment le dessiner à des individus particuliers qu'il connaît moins bien. Et par la suite, apparemment, c'est remplacé par d'autres comportements sociaux. Par exemple, simplement savoir éviter un autre individu, s'en éloigner, se détourner. Ça, c'est un apprentissage. Alors que dans le snapping, les poulains vont vraiment venir se coller à l'adulte. Donc je vous montre une petite vidéo où vous allez voir, si vous n'avez jamais vu ça. Bon, c'est l'adulte qui est cool, c'est pas le poulain. Je vous la remets une fois, je mets toujours les vidéos 2 fois pour bien profiter. Et pour vous aiguiser l'œil. Donc vous remarquez, ça c'est un poulain de 2 ans à peu près, c'était ça, Monique. 1 an et demi, ouais, 18 mois. 18 mois je pense à ce moment-là. Donc là, c'est un jeune mâle qui ne connaît pas l'individu adulte et qui se met à faire un snapping au moment où il y a le flairage. Et vous remarquez qu'il y a quoi comme posture qui accompagne le snapping? Et sa queue en particulier. Elle est vraiment plaquée entre les fesses et ça, c'est un signe de peur extrême. Donc moi, je ne parle pas de soumission, parce que chez le cheval, la soumission, c'est pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, de la peur, clairement.
Donc voilà pour le snapping, donc ça disparaît à l'âge adulte, sauf en conditions domestiques, on change plein de choses. Donc le développement social, il suit pas le cours, on va dire, naturel des choses, très souvent, hein, on change pas mal de paramètres, et ça arrive que le snapping persiste. Alors moi je l'ai en particulier vu chez des juments, quand elles rencontrent des chevaux nouveaux, et en particulier au moment des chaleurs où elles ont plus envie d'aller vers d'autres, et en particulier des nouveaux, donc c'est là où on peut voir des juments adultes faire des snappings. Alors la conduite, c'est cette posture, donc là en photo, vous allez bien voir en vidéo à quoi ça ressemble. Le nez au ras du sol, les oreilles plaquées sur la nuque, donc déjà on n'est pas dans un truc très sympa, hein. Ça peut être accompagné de morsures, hein, de la part du cheval qui le fait, sur les chevaux qui sont devant lui. Donc c'est l'étalon qui va faire ce comportement-là, sur les membres de son groupe. Donc groupe familial, c'est soit des juments, soit des poulains, mais ça peut aussi être sur d'autres étalons s'il fait partie d'un groupe de mâles célibataires. Et ce comportement-là, il se met en place qu'à partir de 4-5 ans, quand l'étalon vit en groupe de mâles célibataires. Ça n'existe pas avant. Et en conditions domestiques, c'est super rare de le voir. C'est vraiment très très rare, même chez les étalons qui font la montée en liberté, c'est très rare. En fait, ce qui semble motiver ce comportement, c'est le dérangement. Donc dérangement, en général, c'est quoi ? C'est des congénères. Pour un étalon, c'est les congénères en premier lieu qui vont le déranger. Donc d'autres étalons qui apparaissent, en général, ça le motive à faire une conduite pour éloigner son groupe du dérangement, ou en cas de danger. En cas de danger, les chevaux vont déjà d'eux-mêmes se rassembler, et l'étalon va pouvoir aller chercher les retardataires ou les poulains, par exemple, qui sont un peu à l'écart, et les ramener dans le groupe. Donc voilà, vous allez voir là. Alors pour quelles raisons en conditions domestiques ça n'existe pas, je ne saurais pas vous dire exactement. Là, de temps en temps, je l'observe, mais il faut déjà que ce soit en conditions au pré, avec des juments plutôt en chaleur pour motiver un homme à faire ça. Et après, je ne sais pas si c'est une histoire hormonale ou pas là-dessous, on va y arriver. Donc là, vous allez voir, la conduite, elle dure assez longtemps. C'est silencieux, donc je ne rapprocherai pas le micro. Et vous verrez que l'étalon, il oscille entre juste une menace de morsure où il a l'encolure assez haute mais les oreilles couchées, ce qui contribue quand même à pousser les autres vers l'avant, et puis vraiment quand il est le nez au ras du sol. Alors en anglais ça s'appelle aussi le snaking, parce que parfois les talons, comme sur la vidéo vous verrez, ils peuvent avoir un petit mouvement de balancement de l'encolure de gauche à droite, alors comme en plus il a les oreilles plaquées sur la nuque, ça fait une petite tête de serpent sympathique. Alors la conduite, elle peut se faire au pas, au trot et au galop, selon l'urgence de la situation. Et l'urgence de la situation, c'est l'étalon qui décide si c'est urgent ou pas. Et regardez l'attitude aussi des juments, là pour le coup c'est que les juments puis un jeune, sur lesquels il fait les conduites. Vous verrez que dès qu'il se rapproche de la croupe, il y a les queues qui commencent à s'agiter. Et c'est pas rare d'avoir des ruades qui partent quand l'étalon est à proximité, parce que tout le monde sait qu'il peut mordre les fesses ou les jarrets. Et quand je dis les fesses, c'est la base de la queue, donc pas très cool. Bon, alors nous, quand on les observe, on dit qu'il les range aussi. Alors, ne me demandez pas pourquoi finalement il retourne à l'endroit où il était au départ, mais c'est comme ça. Bon, celle-là, comme elle est assez longue, je ne vais pas vous la remettre une deuxième fois parce que vous avez bien pu voir la même posture à plusieurs reprises. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a certains comportements comme ça sociaux qui finalement sont vraiment très dépendants du contexte et peut-être dans la vie d'un individu se rencontreront jamais. Donc, chez nos chevaux domestiques, on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent tout ça non plus. Donc ça, c'est intéressant de connaître un petit peu l'éventail des possibles pour savoir ce qui va être important et ce qui l'est peut-être moins. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas juste l'interaction sociale qui est importante. On a d'autre part des comportements qui sont liés à l'olfaction. Alors c'est particulièrement important pour les mâles. Vous avez déjà remarqué que surtout les ongles qu'on manipule et les entiers bien sûr vont passer beaucoup de temps à flairer les crottins et les urines. Et ça c'est du social. Mais bon, le congénère n'est pas présent. Donc ça c'est également important. Et puis le fait de vivre en groupe, c'est pas juste interagir, c'est aussi tout faire en même temps que les autres. Manger, boire, dormir, se déplacer. Donc c'est valable à l'état naturel, au pré. Si vous regardez un groupe au pré, vous verrez qu'ils font tous la même chose en même temps, à quelques variations près. Et bien sûr, dans les contextes domestiques où nous on a des horaires, forcément on les met dans un rythme, donc ils sont de fait synchronisés, mais c'est aussi naturel finalement chez eux. Donc à l'écurie, il y a aussi une synchronisation des activités. Donc faire les choses en même temps que les autres, c'est important. Alors en Suisse, je parle de la Suisse parce que je me suis intéressée pas mal à tout ce qui était consigne en termes de... Alors en Suisse, ils parlent de détention. Alors j'utilise ce mot-là. De détention de l'animal et en rapport avec son bien-être. Donc forcément, la dimension sociale intervient. Et en Suisse, c'est interdit de posséder un cheval seul.
Si on a un autre animal qui tient compagnie, genre mouton, chèvre, ça ne suffit pas, ça ne compte pas. Il faut d'autres chevaux au moins visibles et qu'on ait contact visuel et olfactif au moins. Et ensuite, on peut réfléchir à des modes de détention qui permettent des contacts sociaux autres que juste visuels et olfactifs. Alors on pourrait parler du pré, là je ne vais pas parler du pré parce que ça semble le plus simple. Je vais parler des autres conditions où on a souvent moins d'espace à disposition. Donc en logement individuel, si on choisit le logement individuel, on peut accroître les contacts par des grilles entre les boxes. Et le mieux étant, si possible, comme sur la photo du bas, d'avoir une grille qui ne fasse pas toute la longueur. Comme ça, si le cheval veut s'isoler visuellement, il peut aussi. Et en particulier au niveau de la mangeoire. Donc ça, c'est assez important pour préserver aussi la tranquillité. C'est bien les contacts sociaux, mais il ne faut pas non plus que ce soit une source de stress. Donc vous voyez que les barreaux, ils limitent fortement quand même les échanges. Un petit peu de tactile, mais très peu. Ils peuvent à peine passer le nez, parfois pas du tout. Et on sait que ça ne suffit pas à établir des affinités entre les voisins de boxe. Il faut plus de contacts tactiles pour vraiment établir des affinités. C'est bien, mais peut mieux faire. Alors peut mieux faire, on a la possibilité d'avoir des parois entre les boxes qui sont moins hautes qu'un mur jusqu'en haut, et du coup les chevaux qui peuvent se toucher, éventuellement se faire des toilettages. Et le problème après quand même en termes de sécurité, c'est le jeu. Le jeu ou même vouloir éloigner un congénère, ça passe par cabré, coup d'antérieur et ruade, et là on a un risque que le cheval se coince. Donc ça dépend des individus. Il faut, par exemple pour les étalons, c'est pas du tout adapté. Pour les étalons justement, en Suisse ils travaillent, comme ils sont vraiment sur cette dimension bien-être et qu'il y a une loi là-dessus, ils essaient d'accroître la possibilité de contact de cette catégorie de chevaux qui est vraiment souvent en forte privation sociale. Et vous voyez là un type de paroi où c'est la moitié du mur qui est ouverte avec des barreaux qui vont du sol au plafond à peu près, où le cheval du coup peut passer l'encolure chez le voisin. Donc ça permet des contacts tout en les limitant. Il y a très peu de possibilités, même pas de possibilités qu'ils se coincent. Donc c'est des parois qui sont à l'étude scientifique au Haras national suisse. Et ils ont des résultats vraiment intéressants là, sur leurs étalons. Et ce qui est rigolo, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo ici, c'est qu'on voit apparaître des comportements de jeu, mais aussi des chevaux qui vont manger chez le voisin. Donc voilà, ce besoin d'être avec l'autre, c'est pas juste interagir pour interagir, c'est aussi faire les choses en même temps que lui et avec lui. Et évidemment, on peut accroître aussi les contacts encore en faisant des sorties collectives au paddock ou au manège ou en carrière. On peut aussi choisir ou avoir la possibilité de faire vivre ensemble des chevaux dans un même espace. Donc au box, alors très souvent les poneys sont mieux lotis que les chevaux parce que on a des unités de détention qui correspondent à la taille d'un cheval et du coup on peut mettre plusieurs poneys. Donc pour des histoires de place, les poneys finalement sont mieux lotis et, en termes de comportements sociaux, et du coup ils sont souvent plus souvent à plusieurs en box. La stabulation aussi, donc là c'est carrément tout un groupe qu'on fait vivre ensemble sur un même espace, et chez les chevaux c'est beaucoup moins fréquent. Mais ça pourrait tout à fait se faire et s'imaginer aussi. Alors après, si on a des chevaux qui vivent en permanence ensemble, ou des poneys, il faut surveiller la qualité des échanges. On ne doit pas avoir des interactions agonistiques de forte intensité. Tout ce qui est morsure-ruade, par exemple, ça doit être absent, et ça doit être plutôt des évitements et des menaces, s'il y a besoin. Même, ça devrait presque plus se voir. On devrait aussi s'assurer que chaque cheval peut se coucher quand il le veut, sans être dérangé par un dominant. Donc ça, après, faut vraiment faire attention aux affinités dans le groupe. Je pense que c'est ça aussi qui compte. Ensuite, à l'étranger, ils ont aussi des systèmes où les unités là, de vie en groupe sont plus grandes, et ils mettent des cloisons qui obligent à faire des détours. Donc, un dominant, par exemple, va être plutôt embêté s'il doit faire tout un détour pour aller chasser l'autre, ou il est obligé de toute façon de contourner pour aller à l'endroit qu'il veut, donc il ne va pas déranger et faire lever tous les chevaux qui sont couchés. Donc ça, c'est aussi des manières d'arranger l'environnement. Ou simplement, parfois, on peut mettre le ballot de foin en plein milieu, et ben ça suffit. Ça oblige à faire des détours, donc il y a des écuries où ils font ça, ils mettent le ballot de foin en plein milieu, puis petit à petit les chevaux mangent, et ça oblige aussi à contourner. Et bien sûr, vérifier que tout le monde a accès aux ressources. Donc les ressources, c'est quoi? C'est l'eau, la nourriture, la pierre à sel.
Alors là, vous voyez que par exemple, l'eau, elle est mise à l'extérieur, l'abreuvoir, il est mis à l'extérieur, donc ça, c'est pour nettoyer, c'est plus pratique. Maintenant, moi, ce que je peux critiquer un petit peu, c'est quand même le fait de devoir tordre l'encolure à chaque fois pour boire. Mais bon, voilà. En tout cas, là, la ressource, elle est vraiment à l'extérieur, donc c'est plus difficile qu'un cheval garde cette ressource ou empêche par sa présence un autre d'y accéder. En général, c'est pas très souvent l'eau qui pose problème, plutôt la nourriture. Donc la nourriture, en France, on n'a pas spécialement l'habitude de ça, mais à l'étranger, et puis donc quelques endroits en France, on installe ce qu'on appelle des stalles de nourrissage ou d'affouragement. Et il y a autant de logettes en fait que d'individus, voire plus de logettes qu'il y a d'individus. Et en fait, le cheval est protégé par ses parois. Et ces parois sont plus longues que son corps. Donc s'il y en a un, s'il y a un dominant qui veut le faire bouger, bah, il va être déjà un petit peu empêché parce qu'il tombe sur la croupe, mais en plus assez loin dans la logette. Donc ces systèmes-là, donc en Suisse, en Allemagne, au Danemark, c'est pas mal répandu dans toutes les écuries qui gèrent les chevaux par groupe. Donc ça, la photo de gauche, je l'ai prise en Suisse. Et vous avez avec le système de finalement râtelier à foin devant le cheval. Donc voilà, ils ont pas mal de systèmes de pension où ils n'ont pas trop d'espace. En Suisse, ils sont assez embêtés avec le manque d'espace, donc ils ne sont pas auprès les chevaux, mais ils sont à l'écurie en groupe. Donc ils réfléchissent, justement, ils ont beaucoup réfléchi à des systèmes qui permettent ça. Alors, là, c'est un petit exemple d'un centre équestre où il y avait beaucoup de chevaux avec plein de problèmes. Le centre équestre de communauté d'agglomération de la ville de Poitiers. Donc là, vous voyez une écurie assez classique, ancienne aussi, hein, je crois que ça avait 20 ou 30 ans, système comme préconisé par les haras nationaux, logement individuel, grille en col de cygne, donc on limite encore plus les mouvements des chevaux, même quand ils sortent la tête, ils ne peuvent pas aller à gauche à droite, et des murs pleins entre les boxes, voilà. Et que ce soit cheval ou poney, tout était à la même taille de toute façon, donc les poneys ils pouvaient difficilement sortir la tête. Et donc les problèmes dans ce centre équestre et pourquoi ils en sont venus au changement, c'était des chevaux qui s'agressaient sans arrêt, en reprise. Ils avaient toutes les semaines quasiment le SAMU qui venait pour ramasser les cavaliers. Donc une impossibilité d'évoluer en reprise, et du coup une défection de plus en plus des cavaliers, quoi, une perte de licenciés assez importante. Donc ils ont changé de directeur, et le directeur lui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc ça a été un peu violent pour le personnel qui était très, très coincé dans ce système et qui ne savait pas comment prendre les choses et encore moins comment prendre les chevaux. Et du coup ils sont passés par surtout un mode de gestion différent de la cavalerie. Donc ils ont travaillé sur les infrastructures, alors ils ne pouvaient pas tout raser et recommencer. Moi j'ai été consultée justement pour ce centre équestre, et donc ils ont abaissé les parois, donc ils ont cassé du parpaing, beaucoup, et ils ont enlevé en fait 2 parois sur 3. Donc tous les 3 box, vous avez une paroi pleine pour quand même permettre une certaine tranquillité pour les chevaux et qu'ils ne soient pas sollicités sur... parce que vous imaginez, hein, c'est des grandes rangées avec 10-15 box. Donc si on rentre dans un box à un endroit, le cheval du fond il en profiterait si c'était que des parois assez basses. Donc là, avoir des murs tous les 3 box, ça permet d'être moins dérangé pour les chevaux. Ils ont enlevé toutes les grilles, enlevé les portes également, et mis ces systèmes de filets, de se filer ensemble là, pour que les chevaux puissent bouger plus et interagir avec leurs voisins. Par ailleurs, ils ont aussi progressivement, mais assez rapidement, en un mois je crois c'était fait, ils les ont tous mis au paddock, plusieurs fois par semaine, et au paddock vraiment dehors, donc semaine et week-end. Et très vite, ils ont constaté une nette amélioration des chevaux qui étaient beaucoup moins excitables, et du coup plus d'agressivité en cours. Les chevaux ne cherchaient plus à interagir avec les autres, ni pour jouer, ni pour s'agresser, et du coup ils ont eu moins de chutes, et donc ils ont pu développer davantage d'activités, notamment des jeux collectifs, et aussi une indépendance du cavalier. Enfin tout bêtement, au lieu de se suivre à la queue leu-leu sans changer l'ordre des chevaux par crainte que ça dégénère, là chacun travaille indépendamment et travaille justement son cheval indépendamment des autres. Donc des chevaux plus disponibles et aussi performants puisqu'ils ont aussi un groupe de chevaux de compétition. Donc voilà, eux ça a été tout bénéfique. Maintenant, ils ont aussi pris des précautions quand ils ont mis leurs chevaux ensemble. C'était des chevaux qui pouvaient être en club depuis X temps. Et du coup, ces précautions, c'était déjà déférer les postérieurs au moins, donner d'autres points d'intérêt que juste l'interaction sociale. Donc là, ils ne l'avaient pas forcément fait, parce qu'au départ, ils ont mis plutôt par paire ou par petits groupes, 3, 4, 5,
dans le manège en les surveillant. Mais après, ils les ont mis dans ces paddocks que les chevaux ne connaissaient pas, et mettre dans un endroit nouveau, ça permet que les chevaux s'intéressent aussi à autre chose. Répartition des ressources, donc on essaye d'avoir différents points d'affouragement pour que les chevaux pensent aussi à autre chose plutôt que d'aller forcément vers les nouveaux. Éviter bien sûr, ça, où que ce soit les cul-de-sac pour éviter qu'un cheval se fasse coincer et reçoive des coups sans pouvoir partir. Et il faut aussi avoir des groupes stables, c'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit où tous les mois vous avez des nouveaux chevaux, vous n'allez pas vous amuser à changer votre structure sociale et rentrer, sortir des chevaux. Vous pouvez rentrer et sortir des chevaux pour le travail, mais des nouveaux chevaux, les introduire, si c'est trop souvent, ça déstructure complètement le groupe et la tranquillité. Et du coup, on surveille la qualité des interactions. C'est-à-dire que très vite, en quelques heures, et au fil des jours ou même après, on ne doit plus du tout voir de morsures et de coups de pied. Ça doit vraiment être très tranquille, comme là sur cette photo, des chevaux qui favorisent les activités de maintenance, le repos, l'alimentation, et éventuellement un peu d'interaction sociale positive, mais très peu du reste. Et du coup, j'ai une vidéo très sympa sur un cas d'introduction de chevaux qui avaient pratiquement pas d'expérience sociale, si ce n'est dans le jeune âge jusqu'au sevrage, quoi. Donc des étalons des haras nationaux suisses, donc des étalons Franche-Montagne, qui à partir de quasiment 2 ans, ils sont sortis des groupes et puis ils sont travaillés pour être présentés et vendus. Et là, c'est une expérience sur des chevaux donc, qui étaient âgés entre 8 et 16 ans et qu'on met tous ensemble au paddock, au pré en groupe. Et vous allez voir, c'est très spectaculaire, mais ça traduit bien un petit peu tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc là, vous avez un petit rituel à gauche, rituel des potins, à droite, ils sont en train de jouer. Vous voyez qu'ils sont un petit peu mouillés aussi. Donc vous voyez que très rapidement, les relations sont vraiment tranquilles. Mais bon, ce qui compte aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'autres chevaux en vue. Le groupe est stable et il y a de l'herbe, suffisamment d'abri pour chacun. Donc on a toutes les conditions remplies pour que ça fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de problème. Donc cette expérience, comme elle a été concluante, chaque année maintenant, les étalons vont au pré au mois d'août, au moins un mois et demi après la saison de reproduction. Voilà, donc ça c'était pour vous souligner que même les étalons sont capables de vivre en groupe. Et que donc, prendre en compte le comportement social, c'est certainement une garantie pour avoir un cheval bien dans sa tête et être un vrai partenaire dans la médiation avec lui, justement.